Focus Podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on fasse du sport ou non, le cœur. On entend souvent, je m'entraîne plusieurs fois par semaine, je fais de la muscu, je cours un peu, donc je suis tranquille de ce côté-là. Mais est-ce que les choses sont vraiment aussi simples ? Est-ce qu'on peut avoir un physique athlétique et malgré tout présenter des risques cardiovasculaires ? Pourquoi certains sportifs s'effondrent-ils sur un terrain alors qu'ils semblent au sommet de leur forme ? Est-ce qu'on confond parfois performance, apparence physique et véritable santé ? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui le docteur Sébastien Pouille, cardiologue à la Polyclinique de Bordeaux. On va parler musculation, cardio, infarctus, sport, santé, sommeil, stress, prévention. Bref, un épisode riche, mais assez court, car le docteur Pouille a un temps très précieux. Donc, je vous laisse écouter ça. Bonne écoute à vous. Docteur Pouille et Sébastien, bienvenue dans le podcast. Bonjour Sébastien. Au passage, comme tu m'as dit donc dans ton premier message, un très beau prénom. Oui, exact. On se complimente entre nous. C'est ça, voilà. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Et moi, je suis cardiologue interventionnel. Donc, c'est une surspécialité de la cardiologie. En fait, je suis un cardiologue qui va au bloc opératoire en fait pour déboucher des artères, que ce soit en prévention suite à une épreuve d'effort ou que ce soit dans l'urgence absolue. Hein, on a des astreintes, on est 5 dans notre équipe et on tourne tous les 5 pour assurer une permanence des soins 24 heures sur 24. Donc, c'est ce côté interventionnel qui est pas très connu du grand public. Donc, il faut savoir que donc des cardiologues qui sont pas des chirurgiens cardiaques. Hein, on n'ouvre pas la poitrine. Nous, on passe. La grosse différence, c'est qu'on passe par les voies naturelles, souvent par l'artère radiale. On opère nous aussi les cardiologues. Voilà. Okay. Et ensuite, je suis sportif. J'ai pratiqué longtemps le rugby. Maintenant, je joue au hockey sur glace. C'est de la musculation, du footing et du vélo essentiellement et de l'apnée. Ouais, j'allais dire musculation. J'avais vu passer ça. Ouais. T'es cardiologue donc à la Polyclinique de Bordeaux, c'est ça ? Tout à fait. La Polyclinique de Bordeaux Nord. C'est un établissement. C'est un établissement où il y a beaucoup de spécialités dedans. C'est un petit peu comme un mini hôpital. Ok. Et pourquoi avoir choisi la cardiologie ? La cardiologie, en fait, ce qui me plaisait déjà, le cœur, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est un organe fascinant. Ça me plaisait beaucoup. J'ai fait un stage d'emblée en cardiologie quand j'étais en deuxième année de médecine. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, sur les modalités d'exercice, on peut faire du bloc, on peut faire de la consulte, on peut faire de l'imagerie. Je trouve que le format est assez diversifié de la pratique de la cardiologie et ça laisse quand même le choix de ce qu'on veut faire. Si un jour je suis fatigué d'aller au bloc, etc., à 60 ans, je peux me mettre dans un cabinet de ville, tranquillement, faire des consultations aussi. Et voilà, puis c'est l'organe noble. Ouais, c'est clair, hein. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la santé cardiovasculaire est devenue vraiment un sujet de société ? Ah oui, clairement, on est dedans. Je pense que c'est la première cause de mortalité au monde, la deuxième en France. Donc oui, c'est un gros sujet de société avec l'abondance de la nutrition, la sédentarité, beaucoup de gens qui font du sport maintenant, parfois un peu dans des extrêmes. Donc je pense que la santé cardiovasculaire est vraiment au premier plan et tout le monde a peur des cancers, mais j'aimerais sonner l'alarme aussi par rapport au cardiovasculaire. Effectivement, on entend beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Bon, je fais du sport, mon cœur est forcément en bonne santé ». Est-ce que pour toi, c'est vrai ça ? Bah non, c'est faux puisque faire du sport, le grand message que j'essaie de passer sur Instagram, c'est le sport est très bon pour la santé, mais le sport ne protège pas de tout. Et ça, c'est très important à comprendre que le sport, ça n'empêche pas d'avoir de la tension, du cholestérol, d'avoir une glycémie qui a augmenté. Ceux qui fument, c'est la catastrophe pour moi. Et parfois, il y a la génétique aussi. Donc, le sport nous protège partout. On peut faire du sport, avoir une VO2 max à 60 et avoir des artères en mauvais état. Oui, donc on peut être vraiment musclé, mince, sportif, mais avoir un mauvais état cardiovasculaire. Ah, tout à fait. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, le signe noir. C'est-à-dire que l'extérieur, un beau physique, avec des muscles, être sec, donc c'est quand même bien, hein, on va pas se le cacher, surtout au niveau de la graisse abdominale, mais ça ne reflète pas l'intérieur du corps, qui est les artères essentiellement,
le cœur, etc. Donc, effectivement, on peut être mince et musclé et avoir des plaques de cholestérol dans les artères si on n'est pas dépisté, si on n'est pas suivi, par exemple. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la santé du cœur? La santé du cœur, et je dirais comme un petit peu la santé globale, c'est-à-dire que il faut avoir un cœur. Le cœur est essentiellement, on va dire, pour vulgariser une pompe, il faut que le cœur il pompe bien. Il pompe bien au repos, il pompe bien à l'effort. Le cœur envoie le sang à tout le monde, mais lui aussi, il a besoin de sang par des artères qui s'appellent, je sais pas si tu connais, c'est les artères coronaires. Ouais. C'est les artères qu'il y a autour du cœur et qui le nourrissent. Elles sont très importantes. C'est ces artères-là qui se bougent quand on fait un infarctus du myocarde, par exemple. Ces artères-là, il faut qu'elles soient propres. Donc, la santé du cœur, c'est une bonne force et des artères qui le nourrissent de manière propre. Et puis après, c'est tout le reste. C'est sommeil, alimentation, nutrition, la récupération active, c'est un peu de la santé globale et tout ça, ça va faire, tout ça, ce sera donc bon pour le cœur. On entend souvent dire que la musculation entraîne le cœur, mais différemment du cardio, quand tu fais du running ou autre. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe vraiment physiologiquement? Oui, effectivement, dans les 2 cas, le cœur va travailler, mais il va pas travailler pareil. Au niveau du running, par exemple, ou des sports d'endurance, le cœur va augmenter le volume de sang qu'il éjecte sur des durées, assez longues et l'adaptation qui va se mettre en place à ce moment-là, c'est qu'on va avoir un cœur qui, éjecte plus de sang à chaque battement. Donc, on pourra peut-être en reparler, plus tard. Donc, le footing, enfin le cardio, et cetera, ça va dilater un petit peu le cœur. La musculation, ce qui va se passer, c'est que le cœur, il va lutter plutôt contre une, pression artérielle qui va être très élevée pendant des charges lourdes. Ça peut monter, sur des tentatives, de record à une répétition, ça peut monter jusqu'à 30 de tension. Parfois même, j'ai lu dans des études 40 de tension, sur du développé couché, très lourd. Et donc là, l'adaptation du cœur, ça va pas être de se dilater, ce qui va être, si vous avez 40 de tension, ça veut dire que le cœur, il doit créer une pression au-dessus de 40. Donc il va falloir qu'il s'épaississe en fait, sa réaction, ça va être plutôt de s'épaissir pour pousser un petit peu plus fort, ouais, pour sortir le sang. Donc il y a voilà, le footing, ça va plutôt se dilater sans s'épaissir et la muscu, ça va être plutôt un épaississement, pour lutter contre cette pression qui est ponctuelle, qui va durer, 1 seconde ou 2 secondes, même pas, alors que sur le footing, c'est sur des efforts plus lents. Ok. Non, pas Du coup, sachant que donc running, muscu, tu travailles pas les mêmes fibres musculaires, tu as les fibres lentes et les fibres ouais, c'est rapides. rapide. Sachant que le cœur est aussi un muscle, est-ce qu'il possède également aussi des fibres rapides ou lentes comme les autres muscles du corps? Non, en fait, le cœur c'est un petit peu à part. Il y a pas de fibre de type 1 ou de type 2. C'est-à-dire que le cœur, les myocardes, hein, les myocardocytes, les cellules, du muscle cardiaque, elles vont se dépolariser, c'est-à-dire regardez, elles vont se contracter, de manière autonome et quasiment sans repos pour, toute la vie. Donc c'est un muscle vraiment, très particulier et ça ne fait pas du tout partie, des fibres de type 1 ou de type 2. C'est encore, autre chose. Tu vois? Le cœur ne s'arrête jamais pendant toute la durée de la vie et c'est un muscle extrêmement endurant avec beaucoup de mitochondries. C'est quand même assez fascinant comme muscle. Mais non, c'est différent du biceps et du quadriceps. Effectivement. Est-ce qu'il y a un minimum requis à faire, au quotidien vraiment, pour protéger sa santé? Oui, alors l'OMS, là, l'Organisation mondiale de la santé, préconise, je crois que c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc, nous, les médecins, quand on dit activité physique, ça ne peut pas forcément dire sport. Ça peut être de la marche rapide, par exemple. Ça fait partie de l'activité physique. Et après, si on pousse un petit peu l'huile, pour la longévité, euh, il y a encore une très belle étude qui est sortie et qui est en train de s'imposer. C'est-à-dire que pour la muscu, on n'a pas besoin de 5 heures ou de 6 heures de muscu par semaine pour la longévité, je parle. Ce serait 90 à 120 minutes par semaine. Donc 1 heure et demie à 2 heures de muscu ou de renforcement musculaire. Je dis muscu, mais renforcement musculaire, c'est très bien, hein. Soit à 55 ans, 60 ans, on va pas aller faire des squats chargés à 200 kilos. C'est pas ça, c'est travailler ses muscles. Donc 1 heure et demie, 2 heures par semaine, ça augmente la longévité de manière significative et au-delà, il n'y a pas besoin de plus. Je parle
pour la santé, la Ouais, vraiment longévité. pour la Je santé, oui, bien je sûr. parle pas, si on veut plus de muscles, il va falloir travailler plus. J'ai pas dit ça. En termes de longévité, donc ça nous ferait 150 minutes, d'activité physique type, endurance et 90 à 120 minutes de renforcement musculaire ou de musculation. Voilà, c'est ce qui est on en est là aujourd'hui. OK. Donc sachant qu'on a dit que le physique n'était pas spécialement un bon indicateur de santé réelle, est-ce qu'une personne qui a par exemple des abdos visibles, donc c'est potentiellement quelqu'un qui ne mange pas très gras, qui fait attention à sa santé, est-ce qu'elle peut quand même avoir des artères en mauvais état? Eh bien, oui. Alors, je veux dire, statistiquement, il vaut mieux être mince avec des abdos, visibles. On a quand même plus de chances, d'avoir, moins de problèmes, au niveau de la tension artérielle. La tension artérielle, elle va monter avec l'obésité, elle va monter aussi avec le gras viscéral. Tu sais, ce bon gras, qu'on a à OK. partir de 30-35 ans, celui-là, il est terrible. On peut quand même avoir du cholestérol, même si son alimentation est parfaite, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un problème, génétique, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie génétique qui fait que le foie va fabriquer lui-même du mauvais cholestérol alors qu'on n'en mange pas et c'est assez frustrant et parfois c'est un petit peu dur, pour les patients. Mais quand je leur dis: «Écoutez, c'est probablement génétique, j'ai vu votre taux et cetera», les gens sont soulagés quand même de savoir que, enfin quelqu'un les croit et que c'est pas et qu'effectivement ils ne mangent pas gras. Essentiellement ça et après bon, la glycémie, là, c'est quand même un problème à part. Mais voilà, puis après bon, j'ose espérer que la personne ne fume pas. Donc oui, on peut avoir de la tension artérielle, on peut avoir une génétique défavorable, alors qu'on est quand même, mince, musclé et cetera. Et puis avoir des abdos et être très mince, il faut aussi, ça témoigne pas d'avoir un bon cardio. C'est-à-dire que quelqu'un qui va à la salle 6 ou 7 fois par semaine, il y a pas de récupération, il y a pas de cardio. Honnêtement, ça c'est pas très bon, quoi. C'est mieux que de rien faire, mais c'est pas encore optimal et ça peut, masquer des choses. Du coup, quand un sportif connu fait un arrêt cardiaque, on entend aussi beaucoup, moi j'entends autour de moi, les gens ils disent: «Si même lui il meurt, alors personne n'est protégé». Que faut-il comprendre de ça? Oui, tout à fait. Bah, il faut comprendre que le sport, ça protège pas de tout. Voilà, ça c'est quand même le grand message d'aujourd'hui. Le sport, c'est super, le sport, c'est un très bon médicament et il faut faire du sport et c'est recommandé, mais ça ne nous rend pas invincibles et ça empêche pas, à partir d'un certain âge ou sous les conseils de son médecin généraliste, de faire un bilan, notamment cardiologique, à partir d'un certain âge. Maintenant, je parle pas des sportifs de haut niveau, Seb, parce que eux, tu sais, ils sont, suivis, ils ont des écouteurs, des épreuves d'effort, ils ont des scanners. On dépiste maintenant beaucoup d'anomalies, cardiaques qui vont faire qu'ils peuvent être exposés à des morts subites. Pas toutes, on peut pas encore toutes les trouver avant, mais beaucoup. Les sportifs amateurs, c'est plus là où moi je m'adresse à eux. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui ont 35 ans, se remettent à faire du sport, 12 heures par semaine. On arrive à 50 ans, ils ont toujours pas vu un médecin ou un cardiologue. Donc effectivement, le sport ne protège pas du tout. Alors pour les causes qu'on peut avoir de problèmes cardiaques chez les sportifs, il y en a encore beaucoup. Ça peut être une cardiopathie hypertrophique, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure que le muscle allait s'épaissir avec la musculation. Parfois, il y a une maladie génétique qui fait qu'il va s'épaissir au cours de la vie de plus en plus. Et s'il s'épaissit trop, il perd sa souplesse, il se déraye et ça donne de l'arythmie. Il n'arrive plus assez à se remplir. D'ailleurs, s'il y a plus de place, il n'arrive plus à se dilater. Ça peut donner ça s'appelle la cardiopathie hypertrophique, ça peut donner des morts subites. Maintenant, ça, c'est euh, de plus en plus suivi et dépisté. Ensuite, tu peux avoir une anomalie de naissance des artères du cœur qui le nourrissent. Il peut avoir une plaque dans une des artères du cœur, une plaque de cholestérol toute petite. On peut tous en avoir. De toute façon, personne n'est à l'abri. Et celle-là, elle peut se rompre. Du coup, avec un effort important, la déshydratation, etc. Ça peut être un trouble du rythme aussi qui peut être génétique, c'est-à-dire le cœur tout d'un coup va se mettre à fibriller comme ça, de bien se contracter, il fibrille comme ça. Donc là, il y a plus de débit quoi, là, il se contracte plus. Il y a plusieurs causes. Mais oui, donc non, il faut faire du sport, ça protège. Et d'ailleurs, les gens qui font du sport, hein, ils vivent globalement plus longtemps que les autres, hein. Donc il faut pas enlever ça. Et ça, c'est très clair dans les études, hein, il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas parce que je fais du sport que je vais pas voir mon médecin généraliste ni un cardiologue. Je fais un bilan. Donc justement, ouais, si tu as une personne qui a entre 25 et 30 ans qui dit: «Ouais, moi je suis en pleine forme, j'ai pas, besoin, je vois pas l'intérêt d'un bilan»,
toi, tu dirais de quand même, à partir de quel âge, de quand même commencer à contrôler un petit peu sa santé cardiaque? C'est impossible de répondre sur une personne parce qu'il va falloir voir, est-ce que déjà dans sa famille, il y a eu des problèmes cardiovasculaires? Donc, ça, si son père a fait un problème cardiovasculaire, il a eu un stent par exemple, ça peut se proposer et ensuite je pense que, c'est bien une fois même à 25 ans, de dépister, l'hypertension artérielle, de regarder la glycémie, de regarder le cholestérol, à la prise de sang et d'adapter en fonction. Le cholé À 25 ans, effectivement, statistiquement, j'ai moins de chances d'être malade pour l'instant, donc on va peut-être moins trouver de choses. Et aussi faire un bilan et ne rien trouver, c'est quand même hyper sécurisant. Donc moi, je lui dirais que c'est pas parce que tu fais du sport que tu connais pas ta pression artérielle. Elle a combien ta pression artérielle? Ah, tu l'as pas prise. Ton cholestérol, il a combien? Mais tu sais pas. Et ton père, il a fait quoi? Et ta mère, ah oui, mon père, il a un problème. Il a fait quoi? C'est quoi le diagnostic? Ben, je sais pas. Ben, renseigne-toi et dis-moi ce qu'il a eu. Voilà. Après, c'est au cas par cas. C'est en fonction des gens. Et je pense que même une fois à 25 ans, à 20 ans, de faire une prise de sang, ça coûte rien, franchement, et ça donne énormément d'informations, prendre l'attention. Là, j'ai encore regardé une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines sur la société américaine des cardiologues. Donc nous, on a une société européenne de cardiologues qui écrivent les recommandations, qui nous disent un peu notre code de la route. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Ils écrivent sur toutes les maladies, c'est des conseils euh, à suivre dans 90% des cas. Si on les suit pas, il faut quand même justifier. Et c'est pas non plus, on va pas en prison si on le fait pas, mais il faut justifier. Donc eux, les Américains, là, ils sont en train de nous dire que même il faut dépister le cholestérol quasiment dans l'enfance et que même si la personne a 18 ans, la personne elle a 11 ans, sachant que ça, c'est les taux les plus bas de cholestérol de notre vie. Donc plus on vieillit, plus le cholestérol a tendance à augmenter, comme la pression artérielle d'ailleurs. A tendance, j'ai pas dit que c'était pour tout le monde. Ben eux, 18 ans, ils traitent, 11 ans, ils traitent. Parce que avoir un taux de cholestérol élevé euh, depuis l'âge de 18 ans, c'est sûr que ça sera terrible quand on arrive à 50 ans. Et eux, ils en sont là. Donc nous, on n'a pas encore entré autant dans ce sujet-là, mais c'est quand même, c'est une explication parce que c'est comme si je te disais, quelqu'un qui fume un paquet par jour pendant 1 an, bon, ok, c'est pas terrible, mais voilà, mais un paquet par jour pendant 60 ans. Et le cholestérol, c'est pareil, si t'es exposé depuis 60 ans à des taux déjà élevés à 18 ans, les résultats après, ça peut être catastrophique quand on arrive à 50 ans. Ouais, donc ne pas hésiter vraiment comme tu dis, rien que commencer par une prise de sang déjà et puis après, Médecin généraliste, bonjour, je fais beaucoup de sport, je m'entraîne 5 fois par semaine, je vais à la salle, je fais du cardio, etc. Il va lui prendre l'attention. Je voudrais faire un bilan de cholestérol, de glycémie, le rein, le foie, etc. Et après, selon les antécédents plus ou moins poussés, je pense que ouais, franchement. OK, ouais, c'est pas vraiment tomber, à devenir hypocondriaque, mais vraiment Pas du juste à tout. faire des simples contrôles, heu, en préventif, tout simplement. Ouais, et puis ça enlève, voilà, en disant: «Beh, j'ai fait un bilan, moi, il est bon, en fait». Voilà, après on peut tous mourir demain. Aujourd'hui, la médecine d'aujourd'hui ne peut pas empêcher ça. On peut tous avoir, au cardio une petite plaque qui pète et cetera. Mais c'est une histoire de limiter les probabilités, en fait. Donc justement, oui, tu dis qu'on peut tous mourir demain, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Justement, on voit de plus en plus de joueurs de foot, s'effondrer sur les terrains alors que vraiment ils semblent au sommet de leur forme. Ouais. Est-ce que tu as une explication à ça? Parce que c'est de plus en plus on en voit, quoi. Alors, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu, les chiffres et c'est un petit peu compliqué de savoir s'il y en a plus qu'avant ou est-ce que ou pas. Ben, c'est compliqué. Les épidémiologistes ne sont pas tous d'accord. Donc, j'ai pas pu, trancher, sur les chiffres c'est pas très clair encore. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ce qui est sûr, c'est que la visibilité, au travers des réseaux sociaux, ben, je pense qu'en 10 minutes, la visio, elle a fait le tour de la planète et effectivement, on est beaucoup plus exposé. Et en plus, si sur Instagram, vous commencez à regarder une vidéo comme ça, il va toutes vous les mettre et toutes vous les proposer dans votre feed, ce qui va s'adapter aux vidéos que vous regardez. Donc, je sais pas trop, mais je pense que le phénomène un petit peu réseaux sociaux, médiatisation, amplifie ça, quoi. Ouais, donc c'est peut-être juste plus médiatisé qu'avant, mais c'est peut-être pas plus, fréquent. En fait, ça serait quand même un échec, que ce soit plus fréquent qu'avant puisque par rapport à,
30, 40, 50 ans, on a des outils de détection et de prévention qui sont quand même plus importants. Donc, s'il y en a plus aujourd'hui, ça serait dire, bon, bah, il y a quelque chose qu'on fait mal. Euh, donc voilà, j'essaie c'est très compliqué d'avoir des chiffres fiables, c'est pour ça que je préfère pas les donner. Mais je pense que la médiatisation est fait pour beaucoup maintenant. Ouais. Aucun problème. Est-ce que pour toi, il existe des signes un petit peu avant-coureurs qu'un sportif devrait prendre au sérieux? Oui, oui, ah oui, bien sûr. Donc là, il faut vraiment, donc on fait du sport et on s'écoute. C'est-à-dire que une douleur à la poitrine qui apparaît au début de l'échauffement ou pendant l'effort et en plus s'arrête ou s'améliore avec le repos, c'est très évocateur d'une cause vasculaire et notamment cardiaque si ça se situe entre, on va dire, entre le nez et l'abdomen. Donc une douleur à la poitrine qui vient par exemple à l'échauffement et même si elle part après l'échauffement, c'est quand même un signe d'alerte. C'est-à-dire qu'avec l'échauffement, les coronaires, elles vont se dilater. Donc quand c'est comme ça, la plaque, elle est comme ça, ben en fait, soit si on voit, voilà, la plaque elle est là, ça va, j'ai mal à la poitrine, mais après l'échauffement, mon artère, elle est comme ça, donc j'ai plus mal. Il y a La plus plaque, de elle est débit, toujours ouais. là. Ouais, ça se vasodilate, il y a plus de débit, mais la plaque est toujours là. Donc c'est pas parce que ça part après l'échauffement, voilà, que c'est pas grave, au contraire. Et ensuite, un essoufflement disproportionné par rapport à l'effort qu'on est en train de faire. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, là, je suis très essoufflé, vraiment, c'est pas normal. J'ai un copain qui a eu ça, il avait une embolie pulmonaire, un jeune après le Covid. Ensuite, il y a des palpitations. Voilà, palpitations, surtout ça tape vite de manière complètement irrégulière, de manière complètement anormale. Il faut pas que ça palpite, c'est pas normal. Ensuite, ben, un malaise ou un pré-malaise, je me sens pas bien. Et ensuite, il y a un signe qui est un petit peu plus spécifique, on va dire, des sportifs, c'est depuis 1 an, je progresse pas. Depuis 1 an, je fais les mêmes temps, je me sens fatigué, etc. Et j'ai les mêmes performances depuis 1 an. Ça peut être un signe cardiologique, c'est n'est pas forcément un, mais oui, j'ai rencontré un triathlète comme ça, qui m'a été envoyé par une copine cardiologue et qui allait très bien, qui faisait même des ultra trails, etc. Et il me disait que depuis 1 an, il progressait plus. Vraiment, il trouvait qu'il stagnait, mais bon, il est arrivé à la cinquantaine. Et ben en fait, il avait les trois artères quasiment bouchées et il a eu 3 pontages 2 semaines après. Et lui, il allait très bien. Juste, il me disait, les performances, ça stagne. Hein, vraiment, je progresse plus du tout. Oui, effectivement, c'est un truc auquel Ouais. faut penser, quoi. Ouais. Alors, c'est pas forcément ça. Ça peut être erreur d'entraînement, mauvaise nutrition, mauvais sommeil, mauvaise récupération. Oui, il peut y avoir plein de choses qui fait que tu ne Plein progresses de pas, bien choses. sûr, oui. Mais après, il faut penser quand même que ça peut être aussi, ben, son cœur, il avait quasi. Et d'ailleurs, il faisait des performances, mais quand on voyait l'état des artères, c'est le cœur du sportif, il s'adapte. Hein. Et je me demandais comment c'était possible d'arriver à faire les efforts qu'il faisait avec quasiment les 3 artères quasiment bouchées qui nourrissent le cœur. Justement, en parlant d'athlète, je sais pas si tu as déjà t'as entendu parler de Guillaume Ruel, donc qui est champion de France du 100 Oui, du km. 100 km, oui. Ouais, avec un cœur vraiment hors norme parce que donc au repos, en moyenne, il est à peu près son cœur bat à 30 battements minutes et son record où il est même descendu à 19 battements minutes au repos. C'est juste impressionnant. Les 19 sets, c'est quand il dormait, non? Ou c'était en Je vigile? je sais pas, j'ai pas l'info de savoir si c'est quand il dormait, mais En c'est plus, probable, ouais. quand on dort, ça baisse encore. Donc, oui, c'est extraordinaire. Et donc, là, tu te rappelles tout à l'heure, on parlait de l'adaptation du cœur pour les efforts d'endurance. Donc, lui, il se dilate. Hein, la muscu, il s'hypertrophie, il s'épaissit. Là, ça se dilate. Le volume d'injection par battement est augmenté, du coup. Et lui, c'est-à-dire qu'il a un volume d'éjection tellement important que en 30 battements par minute, il donne le débit qu'il faut pour tous les organes, en fait. Tellement son cœur est efficace. Donc, c'est l'adaptation poussée quasiment au maximum. Il serait très fort en apnée, du coup, ce garçon. Hein. Bah oui, du coup, oui, c'est Euh, vrai que ouais. il pourrait peut-être essayer, Guillaume, si tu nous entends. Voilà. Et oui, c'est une adaptation magnifique. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal et physiologique. C'est un cœur ultra performant, on va dire. Par contre, si vous êtes à 30 par minute, un peu plus âgé, à partir de, je sais pas, 60 ans, 70 ans, ça peut être là quelque chose d'anormal. Et c'est que les fils électriques
on va dire, qui sont dans le cœur, le cœur marche avec de l'électricité, hein, comme le cerveau, ça passe en permanence. Si ces fils sont abîmés par le temps ou par une maladie, vous pouvez battre à 30 au repos. Et sauf que dans ce cas-là, l'électrocardiogramme est quand même différent, le cardiologue peut le voir. Et en plus, quand vous allez faire un effort, vous allez être bloqué à 30. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, ça va donner des malaises. Guillaume, lui, quand il fait un effort, il reste pas à 30. Donc, ça aussi, quand c'est normal, le cœur, il monte à l'effort. Quand c'est pas normal et c'est une maladie cardiaque, le cœur, il est bloqué, même à l'effort. Ok, ouais, donc tu restes sur la même fréquence cardiaque, mais Ouais, ok. alors que tu es en train de faire un effort. Et donc là, il faut mettre un pacemaker, il faut mettre une pile. Voilà. Ok, ouais, donc assez handicapant, quoi. Non, en fait, bon, avant, le pacemaker, ils étaient Non, gros comme... pas de fait d'avoir le pacemaker, mais du Ah, fait de, voilà, d'être bridé. ah bah oui, bien sûr. À- Ben là, tu te mets à marcher, t'as la tête qui tourne, t'es essoufflé, t'es pas bien. C'est plutôt les personnes âgées. J'ai dit à partir de 60, on va dire c'est un petit peu plus en général, mais ça peut arriver à partir de 60 ans. Ok. J'avais lu aussi que le stress chronique est assez dangereux. Qu'est-ce que Oui. ça agit vraiment sur le cœur? Oui, ça je pense qu'on est beaucoup de médecins à penser ça. Après, au niveau des études, ce qui est compliqué, c'est de dire, ben, par exemple, toi et moi, c'est bon, ce qu'on parle notre stress. Donc toi, tu vas dire de 0 à 10, t'es à combien? Je sais pas, t'es à 8. Moi, je te dis, je suis à 7 ou à 9 ou bref. Tu vois, c'est très, ça dépend de la personne. Et peut-être que moi, je te dis 7 et qu'en fait, je suis plus stressé que toi qui dis que t'es à 8. Enfin, c'est compliqué de comparer. Mais par contre, ce qui est clair, vraiment, c'est que le stress va augmenter la fréquence cardiaque, notamment de repos, va augmenter la pression artérielle. Ça peut donner des troubles du métabolisme, notamment glucidique. Donc le mauvais stress, tu sais, qui nous fait pas dormir, etc., en être malade, celui-là, je pense qu'il est destructeur à long terme, vraiment. Ok. Le petit stress qui fait avant une tâche, etc., tu sais, qui nous rend plus alerte Un petit peu et d'adrénaline, un ouais. petit peu d'adrénaline, celui-là, il nous rend meilleur. Tu vois, il est là pour ça. Mais oui, il faut travailler sa balance. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, le sympathique et parasympathique. En gros, c'est le système nerveux autonome qui est quand même dirigé en grande partie par le cerveau. Et donc, le sympathique qui va accélérer le cœur, augmenter la fréquence cardiaque. C'est ce stress-là qui est au long cours, donc est très, je trouve, il est très dangereux, on va dire. Alors que le parasympathique, c'est le nerf vague, lui, il va calmer le corps. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et le sport, ça stimule le parasympathique, donc le vague, donc celui qui est meilleur. Donc, ça permet d'avoir un meilleur équilibre de sympathique et parasympathique. Ok. Je sais pas si je suis clair. Ouais, t'as été très clair, bien sûr. Tu parles justement donc du stress qui t'empêche de dormir. Est-ce que le sommeil joue un rôle majeur dans dans la santé cardiovasculaire? Oui. Et il joue clairement un rôle majeur, un rôle prépondérant à tous les niveaux, que ce soit pour la santé cardiovasculaire ou également pour les performances sportives. Donc, dans les études, très clairement, moins de 6 heures de sommeil par nuit, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que ça va augmenter toutes les maladies cardiovasculaires de manière significative. Donc, Ok. le corollaire, ce serait déjà de dormir minimum 6 heures par nuit, avec un sommeil de qualité. Et puis après, pour tous mes copains à la salle qui me demandent, mais Seb, c'est quoi le meilleur anabolisant naturel, etc., qu'on puisse prendre pour fabriquer du muscle sans tomber dans le dopage? Là, c'est le sommeil, en fait. Le sommeil, c'est le meilleur anabolisant pour vos muscles aussi. Donc, faut pas hésiter, c'est gratuit. C'est vrai. Il y a rien à acheter. Il suffit juste alors, j'en dirais, j'arrive pas à dormir, etc., comme je veux. Et ça se travaille, en fait, hein. Il faut créer une routine, il faut créer un environnement qui soit propice. Bon, les écrans, tout ça, on en a déjà parlé, mais vous mettre au lit au dernier moment, par exemple. Si je veux scroller un peu sur Instagram, je peux, même si c'est pas recommandé avant de se coucher, puisqu'on voit trop de choses qui nous choquent. Et donc, ça prépare pas du tout le cerveau à s'endormir, mais au moins le faire assis quelque part dans une autre pièce et de réserver le moment où vous allez dormir. Vraiment, là, quand vous allongez, vous éteignez la lumière. Pas scroller dans le lit. Par exemple, bon, je vais pas faire un cours sur le sommeil,
Mais il y a plusieurs petites choses qu'on peut changer et puis ça prend un petit peu du temps. C'est comme construire des muscles. Parfois, construire un bon sommeil, s'endormir en 5 minutes, c'est possible et ça se travaille un petit peu, surtout quand on vient de loin. Du coup, est-ce qu'on sous-estime vraiment l'impact du travail de nuit sur le cœur? Oui, bah, travailler la nuit, vu que ça dérègle le rythme circadien qu'on appelle. C'est-à-dire que quand le soleil se couche et le cerveau va commencer à sécréter de la mélatonine, donc l'hormone pour s'endormir. Ça, c'est physiologique. Il faut toujours se rappeler comment l'homme préhistorique vivait. Et nous, on a quand même toujours plus ou moins ce corps. Ben, eux, ils partent au travail quand le soleil se couche. Donc, voilà. Donc, petit à petit, ils vont quand même s'adapter. Et leur sécrétion de mélatonine va se décaler, mais pas complètement. Ça va pas faire l'inverse. On va pas biologiquement, on va pas pouvoir s'adapter complètement au travail de nuit. On va s'adapter en partie. Effectivement, ouais, par rapport à ce qu'on a vu, ça, comme certains autres métiers, mais ça peut augmenter effectivement le risque cardiovasculaire. Ok. Quels sont les marqueurs simples que tout le monde peut un peu surveiller au quotidien? Ouais, mais très bien. Bah, déjà, le poids, même si c'est un marqueur imparfait. Et surtout, je rajouterais, ce qui est très important, c'est le tour de taille. En fait, pourquoi? Parce que le tour de taille, on va dire, reflète quand même la graisse viscérale. C'est la graisse, c'est-à-dire qu'on a dans le ventre. Donc pour nous, les hommes, c'est dès qu'on prend du poids. Pour les femmes, c'est plutôt vers la ménopause quand elles perdent leurs oestrogènes. Ce gras-là, on dit qu'il est toxique, entre guillemets, je vulgarise, hein, il est toxique pour le cœur, toxique pour les artères. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et donc le tour de taille, je pense que c'est facile à faire. Je prends un mètre ruban, voilà, je mesure mon tour de taille, et c'est facile. Après, on peut, pour ceux qui font de la muscu, qui connaissent un petit peu plus, c'est la masse grasse. Avec le pli cutané abdominal, par exemple, c'est assez facile. Et puis c'est reproductible sur la même personne. Donc le but, c'est d'avoir quand même une masse grasse au moins inférieure à 20 à 15%, ce serait bien. Et puis après, on rentre dans la pression artérielle. Je pense qu'on peut s'acheter, ça coûte 20 € maintenant, un appareil à tension, ça coûte pas grand-chose. Et puis après, je dirais de se faire une glycémie et de se doser le cholestérol. Voilà, c'est des marqueurs simples. Et la fréquence cardiaque de repos. Parce que le tensiomètre, il va vous le donner. Donc, fréquence cardiaque de repos, c'est un bon indicateur quand même de votre performance, de l'état de votre cœur, de votre système cardiovasculaire. Et ça permet aussi de guider un peu l'entraînement. Ok. Je sais pas. Donc, tour de taille, poids, masse grasse, fréquence cardiaque de repos, cholestérol, le sucre dans le sang, déjà c'est pas mal. Oui, Seb. Moi, je place ça ici, mais si maintenant vous voulez économiser 20 € sans acheter un tensiomètre, vous pouvez aller tous les 56 jours donner votre sang, tout simplement, à l'EFS, dans des collectes mobiles ou dans les maisons du don les plus proches de chez vous. Et il y aura des médecins qui seront là, habilités à vous prendre votre tension. Et en même temps, vous ferez une bonne action. Et puis, vous aurez une belle collation dans certains endroits. Donc voilà, je place ça là, ici. Mais oui, allez-y Seb, c'est un beau message parce qu'on manque de sang, donc allez-y. Surtout si en plus vous savez que vous avez un résus un peu plus rare. Dans tous les cas, allez-y, mais si en plus vous êtes A, AB, etc., allez-y encore plus. On a besoin de sang dans les hôpitaux, dans les services en France et de France. Nickel. Bah écoute, on espère que les gens iront donner leur sang. On va faire des petites questions rapides avant de clôturer, parce que je sais que t'as pas énormément de temps. Ouais, Je te remercie d'ailleurs encore, mais on va aller un petit peu à l'essentiel. Est-ce que pour toi, la marche est sous-estimée? Oui, clairement. Clairement, la marche est complètement sous-estimée, donc c'est un excellent, c'est un excellent moyen de faire de l'activité physique et en sécurité pour plein de choses, pour les articulations notamment parce que bon, c'est quand même ça sollicite pas beaucoup les articulations et c'est extrêmement bon pour le cœur et pour vos artères. Donc j'ai lu une étude qui est pas une recommandation, mais si vous faites plus de 14 000 pas par jour, bon ça fait quand même déjà presque 7-8 kilomètres, je pense. C'est pas mal. Vous n'avez plus besoin entre guillemets de faire de cardio. Donc ça s'adapte, ça c'est pour la personne du tout venant, c'est pas pour les sportifs de haut niveau, etc. Bien sûr, mais qui ont besoin de plus monter leur fréquence cardiaque. Et donc c'est largement sous-estimé, c'est safe, c'est facile
ça permet de se promener, d'aller dehors, de voir des gens. Ça peut être fait en groupe, c'est motivant et c'est vraiment un excellent exercice. Et on peut pousser le vice avec les Américains. Donc, on parle du rocking, c'est faire de la marche avec un sac à dos, avec 5 kilos dans le sac à dos, puis 10, puis 15. Pas trop monter non plus, après ça va pas être bon pour le dos. Mais on peut se challenger comme ça. Par exemple, si mon frère s'est mis à marcher depuis 2 ans, là, il a fondu, je pense qu'il a perdu 30 kilos quasiment. Ah ouais. Il est en forme. Voilà. Et après, pour l'hiver ou quand il pleut, ben, on peut aussi s'acheter un tapis de marche. Je pense que c'est un bon investissement. Ouais, bah, moi, tous les modifications du podcast, je les fais sur mon tapis de marche généralement. Je mets une Super. planche, Ouais, je mets mon ordi et puis comme ça me permet de faire le montage. Et comme tu dis, tu vois, tu fais facilement 7, 8, 9 000 pas, déjà rien que ça, c'est très juste très bien. en faisant du travail, tout simplement. Je dis toujours, si maintenant tu es un peu sédentaire, tu as un travail de bureau, télétravail ou autre, heu, c'est un petit peu d'investissement, je suis d'accord, mais un petit bureau assis debout, là, que tu puisses monter et descendre avec un tapis de marche en dessous, Mmh. et puis ben, tu marches 1 heure, après tu te remets assis sur une chaise 1 heure, et cetera, et tu as facilement fait pareil 7, 8, 9 000 pas par jour, mais sans vraiment t'en rendre compte. Au début, c'est peut-être un peu casse-gueule, je l'avoue, mais finalement, le cerveau est bien fait, tout est bien fait et Mmh. finalement, tu arrives à marcher sans tomber du tapis. Mais bravo Seb, c'est une super initiative, vraiment. Bah, Et c'est vrai merci. que certaines personnes en télétravail, je leur parle de ça un peu comme, je crois que c'est Google, non, qui font leur réunion où ils sont tous sur leur tapis de marche. Il me semble que j'avais lu un truc comme ça Peut-être, j'ai sur pas vu passer, ouais. Internet. Est-ce que les boissons énergétiques sont un problème pour le cœur? En fait, c'est pas c'est pas les boissons énergétiques en elles-mêmes, c'est ce qu'elles vont contenir. Et là, on va être sur de la caféine, la taurine, et cetera. C'est des cardiostimulants. Donc, je serais très précautionneux quand même avec ce genre de boisson. Surtout si vous avez déjà bu un ou 2 ou 3 cafés dans la journée, puis vous prenez votre boisson énergisante. Ça peut donner quand même des troubles du rythme. Donc, puis je pense qu'à la salle, il y a un gars qui a dit: «J'ai pris ça, c'est mon cœur a palpité pendant 1 heure ou 2». Donc sur un sujet parfaitement sain, bon, c'est pas déjà terrible, mais sur une personne avec une maladie cardiaque potentiellement sous-jacente, vraiment, ce serait contre-indiqué. Et après, je pense qu'on peut trouver d'autres méthodes pour se stimuler avant ou pendant l'entraînement que les boissons énergisantes, mais euh, c'est à prendre par précaution et des pincettes au cas par cas, je dirais. Pour toi, est-ce que les montres connectées sont fiables? Fiable, elles sont de plus en plus fiables, en tout cas, mais je vais pas dire parfaitement fiables. Après, ça peut rester un outil intéressant pour avoir sa fréquence cardiaque de repos, par exemple. Maintenant, il y en a certaines qui prennent la pression artérielle. Nous, notre problème, les cardiologues, c'est qu'on peut trouver une pression artérielle élevée au cabinet alors que le patient, il a une bonne tension chez lui au repos. Ben, les montres, elles peuvent détecter les moments de repos et prendre la pression artérielle à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et ensuite, ben, elles peuvent mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. Je sais pas si tu connais, Seb, tu Ouais, as ouais, bah, entendu j'ai ma parler. belle-mère justement qui a fait une arythmie et en fait, c'est sa montre qui lui a mis une alerte et Ouais. c'est ce qui l'a emmené après voir un médecin, quoi. Ouais, alors ça, c'est pour la fréquence cardiaque, on va dire de repos, effectivement, et il a détecté les arythmies. Mais moi, je parlais de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est que entre chaque battement, non, tu as un micro décalage. Normalement, quand tu es en bonne santé, que tu as bien récupéré, que t'es pas, ton système sympathique, parasympathique est en équilibre, par exemple. Admettons, je sais pas, moi, tu as 1000 millisecondes, je dis n'importe quoi. Euh, 1000 millisecondes entre chaque battement. Mais en fait, dans la vérité, tu vas avoir 1005, puis 998, puis 1002. Tu as une petite variabilité entre les deux. Et OK. ça, c'est bon. Plus elle est élevée, cette variabilité, et plus c'est bon. Plus ça veut dire que ton cœur est en forme, entre guillemets. Si elle commence à se raccourcir ou à devenir toujours la même, c'est un signe de surentraînement ou d'être trop stressé, par exemple. Et ça, les montres connectées, c'est pas mal, elles peuvent le mesurer. OK, d'accord, je connaissais pas du tout. Ouais. Pour la récupération cardiaque, par exemple, c'est parfait. Est-ce que les séances HIIT sont indispensables pour travailler le cœur?
En fait, ça dépend pour qui. Pour la longévité, pour la personne tout venant, non. Il vaut mieux travailler en aérobie, donc en zone 2, il n'y a pas de problème. Ça va faire le taf pour la longévité. Et pour les sportifs qui recherchent la performance, pour augmenter, en tout cas de manière plus rapide, la VO2 max, là, il va falloir taper dans la zone 4 et surtout dans la zone 5, dans la zone de VO2 max. Donc pour eux, elle est quand même indispensable dans la performance sportive. Exemple, après, il faut voir les ratios avec les entraîneurs, mais j'avais entendu dire qu'on avait du Pogačar, son entraîneur disait sur YouTube qu'il était 90% du temps en zone 2 et 10% quand même en zone de max. Donc voilà, bon lui c'est un cas plutôt c'est du 80-20, mais il faut en gros une grosse base d'aérobie, c'est une pyramide. Et ensuite on va monter progressivement vers la zone de VO2 max. Si vous travaillez qu'ici, qu'il n'y a rien en bas, ça se casse la gueule. Donc, il faut vraiment une bonne base d'aérobie. Donc, voilà, déjà 70-80% des entraînements en zone 2. En plus, c'est la zone qu'on dit brûleur de graisse. Parce que là, on va utiliser majoritairement du gras en tant que source d'énergie. Si vous montez sur des efforts plus élevés, vous allez taper dans la piscine. Donc là, il y a beaucoup d'avantages à la zone 2. Donc non, le HIIT n'est pas obligatoire en tout cas. Moi, je dis pas à mon père de faire du HIIT, ça c'est sûr. J'imagine. Ok, bon, on va passer sur les dernières questions de fin, parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a un complément alimentaire qui est bien pour la santé du cœur? Pour la santé du cœur directement, je pense pas. Je réfléchis comme ça. Les compléments alimentaires, c'est un vaste sujet. Moi, s'il y a un que je conseille aux sportifs, et de toute façon, in fine, si on suit les recommandations, on est tous des sportifs. On conseille à tous de faire du cardio et du renforcement musculaire. Moi, ce que je peux recommander comme demande, c'est la créatine. En ne dépensant pas 3, 4, maximum 5 grammes par jour selon le poids. Chez les personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont aucune maladie, notamment pas de maladie chronique, je recommande ça parce que vous allez mieux travailler déjà en explosivité. Vous allez faire des séances de muscu qui sont, ça peut te permettre de faire, au lieu de faire 9 à 80, tu vas peut-être faire 10 à 80. Et c'est d'être plus efficace un petit peu dans ton entraînement, qui peut être bénéfique de manière indirecte pour le cœur. Mais c'est pas directement Pas bon pour directement le lié, cœur, quoi. non. Ok. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, au-delà vraiment de la santé cardiovasculaire, ce serait quoi? Ça serait la lutte. Ça serait soit vraiment le sommeil. Il faut se poser la question, s'asseoir sur la table et qu'est-ce que je peux faire pour mon sommeil s'il est pas bon. Et l'autre, c'est ce que je vois qui est vraiment sous-estimé, c'est la récupération. Dans le sport amateur, c'est un récupère. Il te faut c'est quand tu t'entraînes pas, c'est quand tu récupères. Ah, je sais pas, parce que lundi j'ai ça. Il n'y a pas de récupération. Elle peut être active, la récupération. Mais c'est mon conseil bien-être, ce serait d'avoir des moments de récupération et de détente. Voilà, pareil, les sportifs pros, vous les voyez pas, mais ils dorment à l'après-midi, ils ont une sieste, ils sont encadrés. C'est les sportifs amateurs qui s'entraînent comme le pro en termes de volume et qui après, à côté, lui, il a un travail à plein temps. Et forcément, là, je pense que récupération. Et un jour où on s'entraîne pas, où on fait une récupération active, une balade en famille avec les enfants, etc. En fait, c'est un jour d'entraînement. Il faut comprendre ça. Le jour de récupération est un jour d'entraînement. Il doit être compris dedans. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Ça a été pas dans Ah non, ça c'est les petites questions de fin que j'en vois pas. Ça. Euh, ouais, moi, mon leitmotiv, ce serait que euh, tu peux réaliser et accomplir tous tes rêves si tu te donnes des moyens. Et que, en fait, c'est ici que ça va se passer. Que tu peux accomplir ce que tu veux si tu as décidé. Et ça, c'est quand même... et je crois vraiment à cette phrase qui a marché pour moi et qui, je pense, a marché pour plein d'autres. Mais voilà, c'est le vrai maître, il est là-haut. Et tu peux faire ce que tu veux si tu as vraiment décidé à 100%. Voilà, ça c'est ce que j'aime répéter.
Pas mal, pas mal. J'ai fait des trucs qu'on m'a dit qui étaient impossibles. Tout le monde m'a dit que c'était impossible et j'ai fait 2 ou 3 trucs. Euh, Par exemple, nous, on a une famille on est français, ma femme est sénégalaise. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais mon rêve, quand j'étais petit, c'est de parler anglais. Et, euh, et c'est ce que j'ai pas pu avoir. Et donc, quand mes enfants sont nés, je leur ai parlé qu'en anglais. Tout le monde m'a dit, ce n'est pas possible. Tu ne veux pas avoir des enfants qui parlent anglais. T'es français, ta femme est française, enfin franco-sénégalaise, vous parlez français. Ce n'est pas possible. J'ai dit, on va voir si c'est pas possible. Bon, je savais pas. Je leur ai parlé qu'en anglais depuis qu'elles sont nées. Et maintenant, elles ont presque 10 ans et 6 ans, 9 ans, 10 et 7, bientôt. Elles ont parlé anglais, c'est leur première langue. Elles parlent français avec un accent anglais. Elles font des fautes d'anglais. Et à l'école, ils ont jamais vu ça. Donc, Ouais, juste, effectivement. c'est là-haut. On m'a dit, mais tu leur parles pas en français? Jamais. Pas une seule phrase. Mes filles ne m'ont jamais entendu parler français. Ouais, c'est Et fou, hein. ça, et ça a marché. Juste, j'ai décidé, c'est là, ça s'est passé. Donc, croyez en vos rêves. C'était mon rêve d'avoir des enfants qui parlent anglais. Ça y est, c'est fait. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Très bonne question. Euh, la phrase que je viens de te dire, je sais pas si à 30 ans, j'en avais pas conscience. De savoir que tu peux faire ce que tu as décidé, crois en toi. Voilà, bon, on m'a dit que je pourrais pas aller en médecine, que je pourrais pas faire ci, que je peux... On m'a dit tu peux pas perdre du poids, tu peux pas devenir bodybuilder, tu n'y arriveras pas, mais c'est trop dur. Tout ça, je l'ai fait, en fait. Et ce moi, il y a 30 ans, il ne savait pas ça. Il y a 10 ans, pardon. Ce moi, il y a 10 ans, je pense qu'il ne savait pas que, en fait, tout est possible dans la vie à condition d'y croire très fort et de travailler très dur pour y arriver. Et ça, je ne le savais pas il y a 10 ans, pas autant. En tout cas, maintenant, j'en suis complètement persuadé. C'est ça que je me dirais. Crois en toi et tu vas y arriver. Ok. A contrario, où te vois-tu dans 10 ans? Euh, Moi, je sais pas. Je pense que je serai toujours dans la même vie, avec le même boulot. Après, peut-être, je sais pas trop. Où est-ce que je me vois dans 10 ans Ouais, j'ai pas trop d'idées pour l'instant, mais peut-être faire plus d'interventions au niveau du grand public, peut-être essayer de te dire tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je sais pas à quel point c'est connu chez le grand public, mais de démocratiser un petit peu le savoir, faire rentrer le sport et la nutrition comme maintenant on fait le tri. Tu vois, les écolos, ça, ils l'ont super bien fait. On fait tous le tri et même moi, si je fais pas le tri, je me sens mal dans ma peau, tu vois. Je me dis, ben, si j'arrivais à faire passer les mêmes messages de nutrition, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais et de sport, et surtout de faire du renforcement musculaire. Tout le monde n'a pas envie de devenir bodybuilder, hein, c'est clair. Mais quand je dis musculation, pour moi, ça peut être juste renforcement musculaire. Ce que je dis à mes patients, c'est vous asseyez 10 fois sur la chaise et vous relevez 10 fois d'affilée. Vous faites 4 séries de 10. C'est du renforcement musculaire, en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la musculation fonctionnelle qui te permet au final de faire tous Exactement. tes gestes du quotidien aisément, tout simplement. Exactement. Je leur dis pas de faire du développé couché. Donc, quand j'ai dit musculation, pour moi, c'est juste d'augmenter ou de tonifier ou de préserver sa masse musculaire et de gagner, si possible, un petit peu en force parce que c'est vraiment associé à la longévité, la force aussi. Et la masse musculaire, c'est une protection, c'est comme une carapace. Je résiste mieux aux maladies avec du muscle. Je résiste mieux au traitement des maladies avec du muscle. Alors, malheureusement, ça arrive, hein. Lors d'un cancer, on fait de la chimiothérapie. Le patient qui est musclé, mais il la tolère deux fois mieux, quoi. Ça change de chimiothérapie qu'un patient qui arrive déjà en sarcopénie, qui a plus beaucoup de muscles, etc. Donc, c'est une vraie protection. Et 50 Cent vous dirait que ça protège des balles. Donc, ça, c'est trop très personnel. Bien placé. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Non, ben là, mon projet perso, c'est de développer mon compte Instagram. Mhm. Voilà, donc, ça, j'y tiens, ça me permet de faire des vidéos qui sont visualisées par des centaines de milliers de personnes, Bah, c'est comme ça que je t'ai voire, trouvé, hein. ouais, voire parfois des millions. Donc, j'essaie de donner des messages qui sont justes, qui sont éclairés par la science, qui sont prouvés par les études. Je reste nuancé. De toute façon, n'importe quel médecin vous dira
des choses non nuancées, il faut s'en méfier. Et surtout, voilà, moi, je vends rien. Je serai jamais sponsorisé pour ce compte Instagram. Il y aura jamais un story, machin. Ce sera toujours un compte éducatif, donc les gens peuvent vraiment me faire confiance. Je gagne pas d'argent avec ce compte Instagram. Et c'est pas prévu pour l'instant, en tout cas, de vendre quoi que ce soit. Je resterai toujours indépendant. Donc mon projet, c'est vraiment ça, bâtir une bonne communauté Instagram et partager des messages de sport, de nutrition, de longévité, de muscu. Et après, non, professionnellement, je continue à développer l'activité. Je suis associé avec 20 autres cardiologues. On a une société tous ensemble, et donc ce serait la développer au niveau de ce qu'on peut proposer, d'élargir un petit peu les examens qu'on propose. Ok. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu parce que c'est vrai que sur ton compte Instagram, on te voit toujours avec ton petit calot. Je pensais que tu Oui. l'aurais mis aujourd'hui. Et si tu veux, je peux aller le chercher, ça. On verra ça, pas de souci. Ouais, en fait, mon calot, c'est ma tenue de bloc, en fait. Je travaille comme ça. Donc, je sais pas, les chirurgiens aussi sur Insta, ils sont dans leur tenue de bloc. Bon, voilà, si tu regardes un plombier qui répare une fuite sur Insta, il est pas en costard, que je sache. Donc, il est dans sa tenue de travail. Voilà, donc moi, je partage de ma tenue de travail. C'est un petit clin d'œil. Et puis après, ça permet aussi de dire, ah oui, c'est le mec qui a la Charlotte Forest là. J'ai pas choisi la couleur. Hein. Non, mais franchement, c'est la Charlotte de la clinique. Elle te va bien. Et la dernière question avant de clôturer, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Pour toi? Ouais. Ah oui, eh bien tu peux, oui bien sûr. Moi j'ai un entraîneur qui s'appelle Eric Le Foll, et je lui passe toute la partie comme ça. Moi j'arrive, je me pointe à la salle et je ne fais rien parce que j'ai déjà une charge mentale très élevée, et donc je vais à la salle et s'occupe de tout. Et donc c'est quelqu'un qui connaît, c'est un super entraîneur, et il connaît toute la théorie et la pratique. C'est un des seuls coachs que je connais qui connaît aussi les Krebs, l'ATP, etc. Mieux que personne, et qui a le lien entre la théorie et la pratique, en fait. C'est un entraîneur exceptionnel qui connaît tout de l'histoire du bodybuilding, qui connaît tout de A à Z, qui connaît tous les exercices, qui est passionné de ça. Il donne des cours, il fait des conférences, il forme les coachs. C'est un formateur de coach. Il est juge au bodybuilding dans une fédération. Moi, je suis le médecin de la fédération française de force. D'accord. Et lui, c'est une des personnes de cette fédération, et donc il est juge. Enfin, il fait un petit peu le tout. Il est hyper complet sur tout ce qui est musculation, nutrition. C'est une bête. Ok, écoute, je regarderai ça avec plaisir. Merci de la recommandation. Je te retiens pas plus longtemps, Sébastien. Yeah. Merci beaucoup de ton temps. Et puis on se tient au courant. Ça marche. Merci Seb. Bonne continuation. Ciao. Bye. Sébastien, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces explications. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans cet épisode. On réalise que la santé ne se résume pas à l'image qu'on renvoie. On peut être sportif, avoir un physique impressionnant, faire attention à beaucoup de choses et malgré tout oublier certains paramètres essentiels. Au final, la prévention reste probablement l'outil le plus puissant. Bouger régulièrement, dormir correctement, gérer son stress, surveiller certains marqueurs et surtout ne pas attendre qu'un problème apparaisse pour s'intéresser à sa santé. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous parce qu'il y a forcément quelqu'un qui pense encore « je fais du sport, donc je suis protégé ». Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.